Je vais commencer cet exposé que j'avais intitulé « Nul n'est libre dans un pays qui ne l'est pas ». Pour bien comprendre l'effondrement des libertés publiques, en France et en Occident, essayons de revenir sur une part de chronologie. Tous les pays occidentaux connaissent un effondrement plus ou moins relatif de leur autonomie citoyenne, particulièrement les pays européens, mais même les États-Unis. Alors vous me direz, autant il y a un culte de la liberté individuelle aux États-Unis, autant, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a une méfiance vis-à-vis du citoyen. Néanmoins, il est aujourd'hui plus facile, en tout cas en dehors de certaines sphères liées aux grandes villes, il est beaucoup plus facile d'appliquer la liberté d'expression et la liberté d'opinion, ainsi que la liberté civique aux États-Unis. Toutefois, il y a quand même eu, ces dernières années, des restrictions sévères. Je vous rappelle par exemple que la plupart des exercices de l'armée de terre américaine portent aujourd'hui sur des potentielles sécessions au sein du territoire américain. D'ailleurs, les éditions Perspectives Libres sortiront à la rentrée un ouvrage de géopolitique sur cette question. Donc si vous voulez, ça n'a l'air de rien, mais dans tout l'Occident, ça se tend. Question, depuis quand? Pourquoi? Prenons le cas de la France. En dehors de l'atteinte au chef de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État, la France de l'après-guerre a connu une liberté d'expression quasiment totale jusqu'au vote de la loi Pleven, qui est la base juridique de l'ensemble des régressions juridiques qui ont eu lieu après. La loi Pleven, vous la connaissez, c'est la loi dite anti-discrimination. D'abord, c'était les discriminations raciales, puis ensuite, ça a été le sexe, le genre, l'homophobie, etc. Vous connaissez les suites juridiques, les lois dans l'ordre Guesso, Taubira, Lelouch et Perben II, qui sont allés dans un double sens, qui ont d'abord voulu contenter différents publics, parce que dès que vous entrez dans le moule dit de l'antidiscrimination, qui est un moule libéral à la base, je vous rappelle que l'un des premiers auteurs à parler de l'antidiscrimination, c'est Friedrich von Hayek. Eh oui, pour une raison qui est très simple. La discrimination est une atteinte intellectuelle à l'extension de la logique marchande. Tout simplement. Logique. Tout à fait logique. Or, on a contenté différents publics qui agissent par jalousie mimétique. Et ensuite, on a changé la nature des délits. Je vais vous donner un exemple très précis, le cas Éric Zemmour. Pour la plupart d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre vous croient qu'Éric Zemmour a été condamné pour la fameuse phrase « La plupart des trafiquants sont noirs et arabes ». Je cite, je ne prends pas position, je suis obligé de le dire parce que sinon je suis moi-même poursuivable. Comme quoi vous voyez que, en réalité, pas du tout. Cette phrase-là n'a pas fait l'objet de la condamnation. Ce qui a fait l'objet de la condamnation, c'est quand un journaliste a demandé à notifier à Éric Zemmour que des gens refusaient de prendre des employés venant de certaines banlieues. Éric Zemmour a eu cette phrase « Ils ont raison ». Cette phrase lui a coûté 5 ou 10 000 euros. Ils ont raison. Ça fait cher de la consonne et de la voyelle, vous me l'accorderez. Provocation à la discrimination. Pas discrimination directe, provocation à. Je vous rappelle que le délit de provocation vient de ce qu'on appelait les lois scélérates à la fin du XIXe siècle, les lois anti-anarchistes. Et nous sommes allés d'aggravation en aggravation. Et on ne s'est pas rendu compte des effets que ça allait avoir.
Je vais passer très rapidement sur les effets individuels. Je vais vous donner quelques cas. Mais je voudrais avoir un angle un peu original en vous parlant des effets collectifs. Parce qu'il y a une victime de l'effondrement des libertés publiques qu'on nomme jamais. Vous sentez que votre liberté s'effondre, que vos libertés s'amenuisent, à titre personnel. Mais il y a quelqu'un à qui on ne pense jamais. C'est la France elle-même. Pour des raisons que je vais détailler. Revenons sur quelques cas. La judiciarisation, alliée au tribunal de la presse, à ceux qu'on appelait les commissaires aux idées propres, a permis une épuration intellectuelle lente de la France ces 40 dernières années. Je vais vous citer quelques victimes. Daniel Mermet, Aymeric Choprade, Régis Debray, Richard Millet, Pierre-André Taguieff, Paul Lyonnais. En moyenne, 1 à 2 intellectuels ont été lynchés par an. Et parmi, d'ailleurs, les plus grands. Ça a été même le cas d'Edgar Morin, qui est quand même l'un des symboles du caractère inoffensif. Enfin, si vous voulez, il ne fera pas de mal à une belette en lui marchant sur la queue. Il faut quand même condamner quand même. Il a dû aller en cassation. Régis Debray, c'était la fameuse affaire Régis Debray, le suicide d'un intellectuel, commandité par Bernard-Henri Lévy et ses laquais, Roger-Paul Droit et consorts, donc sa garde rapprochée, qui a fait une interdiction totale de médias, Marianne compris, vu que Marianne a tendance un tout petit peu à la ramener sur les questions de la liberté d'expression. Aujourd'hui, elle peut se le permettre, mais le Marianne de Jean-François Kahn a participé à ça. Parce que comme épurateur, Pépère se posait là. Hein. Je vous rappelle de son slogan « Je rêve de mettre une balle dans la tête de Jean-Marie Le Pen ». J'ai aucune affection pour Jean-Marie Le Pen. Le problème, c'est que si moi, je me mets à dire « Je veux mettre une balle dans la tête d'eux », je suis convoqué et chez le juge dans moins de 15 jours. Voilà. OK ? Et Bernard-Henri Lévy, parce que Régis Debray avait écrit « Lettre d'un voyageur au président de la République » où il prenait la défense d'une vision complexe des Balkans, eh bien, je vous laisse deviner parce que c'est très original. Il dit que les Balkans, c'est plus complexe que ça, donc il prend le parti des Serbes, les Serbes sont des nazis, donc je... etc., etc., etc. Hein, tous les chemins nous mènent à... Voilà. Alors, c'était pas faire le jeu d'eux à l'époque. Hein, à l'époque, on était encore dans le cadre des rouges-bruns. Aujourd'hui, on est dans le cadre du complotisme, ce qui est objectivement la même accusation pris différemment. Mais on s'est attaqué à Régis Debray, un mec qui a été l'un des bras droits du Tché. Bernard-Henri Lévy, pendant ce temps-là, il chassait le cocktail. C'est pas... Non mais, je ne dis pas que ça peut être sans danger. Hein, si vous voulez, une olive traîtresse peut tout à fait... Mais on n'a pas le même sentiment du risque physique. Dois-je vous rappeler cette extraordinaire photo de Bernard-Henri contre un muret. Les Serbes sont à 20 mètres, à 30 mètres, je les sens. Les Serbes étaient à plusieurs kilomètres et vous avez une pauvre paysanne yougoslave avec un fagot qui est derrière et qui marche et qui, elle, a priori, n'a pas peur d'hypothétiques et fantomatiques mitrailleuses de 20 mm. Même les soldats français qui ont été mis à sa protection, pour en avoir croisé quelques-uns, rêvaient que les Serbes tirent, mais ils n'étaient pas à distance de tir. Donc, il ne faudrait pas que Jolie Princesse se casse un ongle. Mais on a pu décider comme ça qu'un homme comme Régis Debray devait être totalement interdit de médias, ce qu'il a été pendant 2 à 3 ans. Interdiction totale. Mais nous allons y revenir sur les coûts collectifs. Restons sur les cas individuels pour l'instant. Une chose que vous ne voyez pas, c'est qu'on tue aussi de pauvres citoyens dans leur vie de tous les jours. Je vais prendre 2 cas. Le cas Fanny Truchelu, ça ne vous dit rien, c'était il y a 15 ans. Fanny Truchelu avait un gîte, et elle le loue à une famille, et d'un seul coup, les premiers jours, tout se passe très bien, et elle ne se rend pas compte, mais la mère de famille à laquelle elle loue une partie de son gîte est une militante de l'islam radical.
Cette femme va arriver en voile intégral dans les parties communes, dans les parties non communes, ça ne posait pas de problème, et va commencer à avoir des revendications. Et Truchelu dit dans les parties communes, il faut quand même respecter des règles communes. On est quand même loin de l'hitlérisme, hein, soyons assez clairs. Condamné, ruiné, sa vie a été détruite. Je vais prendre un autre cas qui m'est cher et qui est présent dans cette salle, mon ami Marc Leroy. Poursuivi par l'ayant droit du milliardaire Pierre Berger, son mari, hein, pas d'attaque genrée. Pour, si mes souvenirs sont bons, avoir relayé un article de VSD, n'est-ce pas, et avoir ajouté le terme pied nickelé. Oui. Voilà, le terme pied nickelé, qui est une atteinte. Alors, Pierre Berger a poursuivi de son vivant, donc c'était une atteinte immense à sa personne. Et l'article de VSD racontait quand même, disons, de folles soirées à Marrakech. VSD n'a pas été poursuivi pour cet article jusqu'à preuve du contraire, mais c'est pas grave. On va s'attaquer à un blogueur qui ne peut pas se défendre. C'est courageux, la justice française. Une épuration lente et sourde qui met quand même le doigt sur l'un des premiers problèmes de la justice française qui, théoriquement, voulait éviter la dérive américaine de la loi des avocats par des figures de contrôle comme l'était le juge d'instruction et qui, objectivement, a les inconvénients des deux systèmes aujourd'hui. Des cas comme ça, vous en avez des milliers. Vous en avez des milliers. On n'en parle pas parce que souvent ce sont des pauvres gens qui ont un écart de langage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un écart de langage? Où ça commence, où ça finit? Quand on dit « j'entre dans une maternité et je tue des bébés blancs », c'est un écart de langage ou pas? A priori, pour la justice française, non. A priori, pour la justice française, non. Vous comprenez l'ambiguïté foncière de ce type de loi? C'est comme ce sont des lois sur des pensées et non sur des actes, comme me l'avait dit un jour un journaliste de Street Press à l'endroit de votre serviteur, qui m'avait fait comprendre qu'il y avait les crimes de pensée, il y avait aussi les crimes d'arrière-pensée. Et à un moment où je lui répondais « mais vous m'accusez de fréquenter des gens que je n'ai jamais fréquentés, oui, mais vous auriez pu. » Pont, risque de pont. Vous voyez ce que je veux dire? Crime de pensée, crime d'arrière-pensée. Une ambiguïté juridique fondamentale. Fondamentale. Notre système pénal était fondé sur la répression d'actes. À la rigueur, sur la provocation à faire des actes. Rappelez-vous ce film terrible, Les Accusés, avec Jodie Foster, qui raconte une histoire vraie entre des hommes qui ont commis un viol et des hommes qui ont encouragé au viol. Ces hommes méritent-ils d'être condamnés? Bien évidemment. Parce qu'ils ont appelé à un acte et que l'acte a eu lieu. Mais objectivement, quand on insulte un homme, il y a déjà une loi, et cette loi-là est sacrée à mon sens, c'est la loi sur la diffamation. On n'a pas le droit d'attaquer l'honneur d'un homme, quelle que soit l'attaque à l'honneur. On n'a pas le droit à l'insulte. Mais en quoi certaines insultes seraient plus blessantes ou plus graves que d'autres? Je vais vous donner un exemple très simple. On ne peut condamner personne. Aujourd'hui, vous ne pouvez faire quasiment condamner personne pour vous faire traiter d'extrême droite. Or, extrême droite est une condamnation personnelle gigantesque. Vous pouvez briser la vie de quelqu'un comme ça, j'en sais quelque chose. Néanmoins, ce n'est jamais pris comme diffamatoire. Jamais. Après avoir vu des cas individuels, passons à ce qui fait quand même plutôt le cœur du propos, c'est-à-dire les problèmes collectifs. On ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver en France. Face à une crise systémique que la France affronte comme tous les pays occidentaux et même comme tous les pays du monde, la liberté intellectuelle doit être mise à son maximum. Pourquoi? Pour une phrase que Roosevelt disait à ses conseillers, « Essayez quelque chose, faites quelque chose ». À un moment, quand on est face au mur, la liberté de penser doit être pleine et entière. Et quand vous ne le faites pas,
vous nuisez à votre terre, vous nuisez à votre nation, vous nuisez à votre pays. Et aujourd'hui, l'épuration est en tout domaine. En tout domaine. Je vais vous donner un exemple. Vous avez plusieurs savants maudits en France, alors, qui ont parfois des idées qui, pour le commun des mortels, sont délirantes. Je pense à quelqu'un comme Jean-Pierre Petit. Mais ce qui est délirant en France ne l'est pas pour la communauté scientifique internationale qui prend ces articles. Est-ce que se fâcher avec 3 mecs du CNRS équivaut à une condamnation scientifique? Parce que vous voyez, quand l'État n'est plus là pour faire... Parce que si vous voulez, la liberté de penser, la liberté d'expression est un enjeu stratégique. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Ce n'est pas par gaieté de cœur que l'État doit la respecter et la faire respecter. C'est parce que c'est son intérêt. Vous me direz, oui, mais alors, on laisse la voie aux groupes subversifs. Islamistes, extrême gauche violente pour ce que ça vaut, excusez-moi. Et le pire, l'extrême droite violente, qui pour l'instant, mis à part rejouer perpétuellement en des putschs de brasserie, ne fait absolument rien d'un point de vue technique. En brasserie, ils sont redoutables, certainement. Mais mis à part ça, mis à part ça, et vous voyez comment l'aveuglement a traqué des fantômes, rappelez-vous de l'affaire Mera. Nous avons perdu plusieurs jours dans la piste de l'assassin d'extrême droite. Moralité, caramba, encore raté. Vous voyez ce que je veux dire? Or, aujourd'hui, la France régresse d'un point de vue stratégique parce qu'elle n'a pas d'autonomie intellectuelle, quelles que soient les matières. Ça prend parfois des tours dramatiques. Je vais vous donner 3 exemples issus du monde militaire, parce que c'est le plus grave. Quand on ment à des soldats, on les prépare à la mort. Il faut bien s'en rendre compte. Le fait pour le Premier ministre de l'époque, qui était le dernier ministre qui était l'avant-dernier ministre de M. Hollande, M. Ayrault, je crois, en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, de faire interdire à Bernard Lugan de parler aux officiers, parce que mal pensant, sur le théâtre sahélien, alors qu'on allait envoyer ces hommes au contact, si vous voulez, on n'est pas très très loin de la non-assistance, je ne dirais pas à personne en danger, mais de la mise en danger délibérée. Quand on entend sanctionner à la Revue de Défense nationale un chercheur militaire qui dit que la guerre de Syrie est une des pires catastrophes militaires et diplomatiques de l'histoire de la France au XXe siècle, et qu'on a aidé là-bas des barbus, ce qui malheureusement est un fait, puisque, si vous voulez, le démocrate queer syrien est un mythe. Désolé de faire du mal à beaucoup de gens en vous le disant. Voilà. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un homme seul à Londres. Point. De demander que cet homme-là soit sévèrement sanctionné, alors qu'il a été d'un certain côté l'honneur de la pensée militaire, de faire écarter de Saint-Cyr un professeur au motif qu'il avait des liens perçus comme louches avec l'Iran, alors qu'il était professeur d'études persanes, ce qui aide qu'aujourd'hui, un membre du Sénat français, préposé aux questions de patrimoine, soit à 2 doigts d'être jugé pour intelligence avec l'ennemi parce qu'il est président de l'association France-Corée. Et oui, voilà ce qui arrive en France aujourd'hui. C'est le camarade Émeric Monville qui essaye c'est un de ses auteurs, il essaye de le défendre. Alors vous imaginez bien, lié aux éditions d'Elga, donc stalinien un poil dur, association France-Corée, espion du régime de Pyongyang. Je ne savais pas que nous étions en guerre avec la Corée du Nord. Et a priori, la base du délit, c'est qu'il, dans un de ses voyages, il leur aurait emmené des graines. Donc, si vous voulez, ils vont nous bombarder à coups de patates douces. Un moment, enfin, est-ce que vous voyez, juste dans les abîmes du délire,
Et quand l'État recule sur cette neutralité nécessaire, nécessaire parce que stratégique, nécessaire parce que patriotique, ce n'est pas une neutralité libérale pour le coup, ce n'est pas une neutralité axiologique, c'est une neutralité nécessaire. Eh bien alors, qui prend la place de l'État? Les bandes, les gangs, qui peuvent être les gangs illégaux, ça c'est l'affaire de l'insécurité, de la liberté d'aller et venir de chacun d'entre vous, qui dans certains quartiers à certaines heures est moyennement assuré, je pense que je ne vous choque pas en disant ça, mais c'est aussi le cas de gangs organisés en col blanc. Haute criminalité, mais même je dirais criminalité intellectuelle, ou plutôt barbouzerie intellectuelle. Prenez un exemple, celui qui avait écrit avec Éric Nolot, le jour des Nolot, le jour, mais son prénom, je crois que c'est Pierre Jourde, je crois, l'écrivain, a fait une très bonne conférence à Normale Sup récemment sur la notion de censure. On y apprend quoi? On y apprend qu'aujourd'hui, des gens comme Philippe Solers font virer les gens par téléphone. Dès qu'un journaliste, un directeur de collection, ou un responsable de librairie de grand magasin dit « J'ai moyennement aimé votre dernier bouquin », oui, parce que Solers, c'est quand même de la merde, il faut quand même se... Bon. C'est quand même un homme qui a fait carrière sur le terme « la France moisie », je vous le rappelle quand même. Eh bien, ce genre de petit marquis d'Ancien Régime se permet de faire virer les gens en claquant des doigts. À tel point qu'aujourd'hui, il l'assume publiquement. Enfin, ça servait à rien de faire le rasoir républicain, si c'est pour retrouver les mêmes. À la rigueur, je préfère encore l'aristocratie guerrière de Bonaparte. Parce que là, on a retrouvé la poudre de l'Ancien Régime en plus. En plus. Ils ont le même caractère décadent. Très bon bouquin là-dessus récemment, au passage, de l'historien Fadi sur le déclin de la noblesse qui est sorti récemment. Ça aussi, c'est une prévarication sur les fonctions d'État. Ça aussi, c'est un empiètement sur la liberté nationale. L'État est à la main de ce type de gang. C'est rigolo dans le domaine littéraire, dans le domaine stratégique, c'est une catastrophe. Qui oserait aujourd'hui défier le club des anciens ambassadeurs français à Washington? Je vais vous donner un exemple avec l'une de leurs pires créatures, qui lui ne fut pas ambassadeur. Vous avez des chercheurs qui ont eu maille à partir dans leur carrière diplomatique avec le régime de Damas, qui sont devenus les avocats du pire, les avocats de l'écrasement par les bombes de la Syrie, ceux qui ont conseillé le président Hollande, que vous avez en partie oublié, vous avez bien raison, qu'ils l'ont conseillé dans cette journée extraordinaire où il a voulu donner ordre de bombardement. Il a appris quelques heures avant que les Américains n'y allaient pas. La France s'est retrouvée très seule ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on avait liquidé avant tous les experts de politique arabe. Je vais vous parler d'un cas que je connais bien. Nous avons détruit l'école française d'analyse russe. Des gens comme Marlène Laruelle enseignent aujourd'hui aux États-Unis. Des gens comme Ravio enseignent avec difficulté, mais n'ont pas accès nécessairement au ministère. Et dois-je vous rappeler les lynchages incessants dont a eu à répondre Jacques Sapir, avec par exemple ce livre extraordinaire, Les réseaux du Kremlin en France, où il y a un chapitre entier sur votre serviteur. Car à défaut de recherche, à défaut de débat intellectuel sérieux, évidemment, quand l'État recule, se développe une relation sociale basée sur le fonctionnement des hordes et sur le fonctionnement de la délation généralisée, évidemment. Théoriquement, c'est à l'État de faire respecter l'éthique de la recherche. Mais comme l'État recule, eh bien, ce sont les petits mecs qui font leur loi. Rappelez-vous de l'affaire de la censure du blog de Jacques Sapir, qui n'est toujours pas réouvert près de 3 ans après. Tout ça parce qu'un rond de cuir jaloux, au fond, qui d'ailleurs se planque consciencieusement depuis, en a décidé. Vous voyez, on peut se plaindre évidemment de l'époque de la censure étatique.
Aujourd'hui, elle a régressé à des points que maintenant, vous avez même des romans pornographiques pour la jeunesse, ce qui était quand même le dernier attribut de la censure du ministère de l'Intérieur. Même ça, on recule par peur de la neutralité axiologique libérale. Ah non, 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 dire que, ah non, non, ah non, les cours de genre pour les 3-4 ans, non, vous comprenez, si on interdit ça, où va-t-on? On n'est pas à Cuba ici. Ou comme disait Emmanuel Macron sur le cas Alstom, on n'est pas au Venezuela. Si vous voulez, sur ces derniers attributs, même ça, l'État a renoncé. Mais c'est pas grave. D'autres ont pris la place pour faire une censure encore bien plus féroce. Bien plus féroce. Les coûts pour la France sont catastrophiques. Nous n'avons plus d'expertise sur quasiment toute la zone du Moyen-Orient. Aujourd'hui, à l'exception de quelqu'un comme Richard Labévière, nous n'avons plus de spécialistes pour l'Algérie, alors que l'Algérie est une poudrière à nos portes. Nous n'avons quasiment plus d'écoles constituées sur la Russie. Alors heureusement, il y a des sphères minoritaires, je pense à l'histoire de l'Asie particulièrement, où pour l'instant, le politiquement correct ne règne pas. Mais si on vient à la cause des causes, à la summa divisio, pourquoi en sommes-nous là? Pour une raison qui est très simple. Je vais vous parler d'un homme admirable qui a été un grand résistant et un grand philosophe injustement oublié, qui est le père Gaston Fessard, qui avait écrit la théorie, en pleine occupation, parlant du régime de Vichy, la théorie du prince esclave. Parce que le prince est esclave, sa légitimité n'existe plus, et que donc les serments de loyauté qui lui sont faits, au nom de l'antique pouvoir des clés, qui est le pouvoir de loyauté dû au souverain, les serments de loyauté qui lui sont faits sont nuls et non avenus. Bien aujourd'hui, c'est le cas. Pourquoi en sommes-nous là? Parce que la France est gouvernée en xénocratie, elle est gouvernée depuis l'étranger, et que tous les débats et que tous les pouvoirs, depuis au moins Giscard d'Estaing, sont obligés de mentir à la population sur déjà un fait simple. Vous m'avez élu, mais je ne peux rien faire. Au tout début, quand c'est Giscard, la population s'en doute pas. Au bout de 40 ans, les gens s'en doutent quand même. Et donc il faut maintenir le mensonge coûte que coûte. Le problème, c'est qu'après, le mensonge devient un ferment du lien social et s'y substitue. Et à la fin, quand les gens commencent réellement à comprendre, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un éveil intellectuel, je sais qu'on se pique de réinformation parmi mes collègues, mais la dégradation des conditions objectives de vie est infiniment plus efficace. Le frigo vide ira toujours plus loin que les intellectuels debout. C'est un hommage. C'est un hommage. Et, eh bien, vous avez vu la vérité du pouvoir. C'est ce qui nous amène aujourd'hui. De toutes ces régressions de liberté publique, aujourd'hui le pouvoir les assume. Les assume tellement qu'on en est à crever des mains, à crever des yeux, à couper des mains. Ce que même les humoristes de la police algérienne ou les droits de l'homiste de la police hongkongaise ne font pas. Pour une fois qu'il y a un Made in France, si vous voulez, qui enfonce tout, ne boudons pas notre plaisir. C'est là où nous arrivons à une période de dévoilement. C'est qu'aujourd'hui, entre autres, par le problème de gestion des nouvelles technologies qui a fait énormément de mal au pouvoir. Parce qu'on dit que Internet met les pouvoirs à nu, c'est pas tout à fait vrai. Les pouvoirs qui ont une cohérence, souvent Internet leur est très utile. Si vous allez en Russie, sans affection aucune pour Vladimir Poutine, parce que premièrement, n'étant pas russe, ça ne me regarde que de loin. Quand vous connaissez la sphère russe, les médias traditionnels, particulièrement la presse écrite, sont très anti-Poutine. Très. Le web est plutôt pour. Peut-être pas parce que c'est un grand homme, peut-être pas parce qu'il a tout réussi et loin s'en faut, mais parce qu'il a une cohérence. Aujourd'hui, c'est la seule d'ailleurs vraie victoire cognitive du web, c'est que vous ne pouvez plus avoir un discours par personne, parce que votre discours d'hier, on le retrouve. Aujourd'hui, quelqu'un comme Chirac aurait du mal à être élu, par exemple.
hein. Il utilisait une technique bien connue qui était la technique dite des lieutenants. Un lieutenant, un public, un discours. Sujet simple, la corrida, vous envoyez, je sais pas, Bachelot pour dire les animaux quand même, enfin, elle a compris, mais les animaux ont une sensibilité. Vous en envoyez un autre disant les traditions sont sacrées, et vous en envoyez un troisième disant mais qui crève le taureau quand même, on est quand même là pour ça. Vous envoyez les trois en même temps, et vous gagnez 3 parts de marché. Aujourd'hui, c'est très difficilement faisable. Très difficilement. Alors, le en même temps, c'est pas tout à fait ça. Le en même temps, c'est pas tout à fait ça. Parce que lui, il fait pas 3 discours séparés. Il assume la dissonance cognitive auprès d'un public préalablement débilisé. C'est un procédé de guerre cognitive. C'est un procédé de guerre cognitive. C'est vous voulez être Carpe Lapin, déjà vous avez un souci. Vous voulez être Carpe Lapin. Je vous promets d'être Carpe Lapin. À un moment, parce que vous quittez totalement la rationalité, c'est pas pour rien que Emmanuel Macron n'a pas été tant conseillé par des conseillers en communication que par des neuropsychiatres. C'est l'un des premiers à avoir fait venir en France, dans les termes politiques, je ne parle pas dans le monde de l'entreprise, des recherches poussées de neuromarketing, qui allaient un tout petit peu plus loin que la propagande par la parka rouge. Bon. Et avant tout, il a parlé à la part endormie du cerveau. D'ailleurs, vous l'avez vu, il a assumé des discours qui n'ont pas de sens. Et si vous les prenez dans les logiques de la rationalité, qui s'effondrent immédiatement. Mais c'était fait sciemment. C'est un mode de pouvoir juste pour avoir la partie, disons, comprador de la classe bourgeoise, qui est à 13-15%. Cette partie étant en exprimée suffisante pour affronter Marine Le Pen, et qui que vous soyez, face à Marine Le Pen, vous gagnez. Point. Terminé. Joli coup stratégique, enfin, joli coup tactique. Coup stratégique difficile. Parce que quand vous êtes élu face à Marine Le Pen, le problème, c'est que votre légitimité à l'instant T+1 de l'élection est quasi nulle. Et donc aujourd'hui, vous en êtes à être le président de la haine. Et sa force, c'est qu'il l'assume. Un de mes amis me disait, oui, mais on ne peut pas présenter un tel et un tel à la présidentielle, il est trop clivant. Moi, je sais, mais il n'est pas clivant, Macron. Il coupe des mains. Leur. Ouais. Enfin, je ne sais pas, bon. Enfin, Mobutu ou Amin Dada étaient quand même légèrement clivants aussi à ce niveau-là. Bon, Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? C'est le premier qui assume la guerre sociale. Et pour pouvoir l'assumer, il est obligé d'utiliser l'arme du mensonge. Et d'un côté, on ne peut pas nécessairement lui en vouloir. Quand vous n'avez plus les commandes, vous ne pouvez pas faire autre chose. Alors après, vous me direz, il y a mentir et mentir. Parce qu'il y a une marque d'arrogance, de mépris et de haine de classe ignoble à chaque mensonge. Et puis sa porte-parole ne l'aide pas, je vous le dis sincèrement. Mais si vous voulez, 40 ans, et c'est l'un des vrais problèmes, qui est généralisable à toute l'Europe, c'est que 40 ans de mensonges, aujourd'hui, comme les gens s'en rendent compte, même confusément, sans l'intellectualiser, eh bien, il faut restreindre le périmètre de l'expression. Ça se fait au moins en 3 stades. L'atteinte aux libertés politiques classiques, expression, réunion. L'atteinte à la liberté d'être informé et l'atteinte à la liberté d'être éduqué. Celle dont d'ailleurs on parle le moins. Parce que c'est une liberté d'être éduqué. Aujourd'hui, vous avez des idées très claires sur la destruction de l'enseignement. Des gens comme Liliane Lursa, par exemple, ont écrit là-dessus il y a 20 ans déjà. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu
un plan concerté avec des cagoules, etc. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est que, là encore, comme quand l'État recule, c'est le règne des groupes de pression. Et les fonctions étatiques sont au groupe de pression le plus fort. C'est ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Ce que les pays de l'Est ont connu dans la vente à la découpe, dans la transition post-soviétique. C'est ce qui nous arrive maintenant. Et pour encadrer tout ça, eh bien, il fallait revenir sur ces libertés élémentaires. Et le pire, c'est que la plupart de ceux qui devaient les défendre y ont participé. Rappelez-vous, moi je peux vous en témoigner, ayant accompagné Éric Zemmour en 17e chambre correctionnelle, les premiers à avoir demandé sa tête, c'était le syndicat des journalistes d'RTL. Au prix d'un plan social. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un plan social tout de suite après. Hein. Parce que vous enlevez Zemmour de la matinale, vous laissez Apathy, vous perdez du fric, hein, c'est logique. Enfin, si vous voulez, écouter Apathy, c'est déjà un problème mental, payer pour le faire, faut quand même pas déconner. Donc, eh bien, il y a eu des journalistes de licenciés avec la participation de leurs délégués syndicaux. Et le pire, c'est que beaucoup de journalistes qui ont été mis sur le carreau se sont dit qu'ils étaient les pertes de la liberté quand même. Parce que le fascisme n'est pas passé. Vous voyez ? Puis le fascisme zémourien, quoi. Vous voyez ? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on accuse les gens qui ont profité de la légère libéralisation de la parole qui a eu lieu à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il en est en partie, de manière très éloignée la cause, mais c'est surtout que les médias télévisuels avaient tellement peur d'Internet qu'ils avaient décidé d'ouvrir un peu la parole. C'est l'époque Zemmour-Chériquier. Ce n'est pas ces gens-là qui ont apporté le conflit, qui ont mis du sel sur les plaies. Ils ont fait un travail de psychanalyse, ils ont verbalisé, ce qui est la première étape vers la guérison. Évidemment, d'ailleurs, c'est à eux qu'on en veut. Et aujourd'hui, le plan d'Emmanuel Macron est de remettre le couvercle sur la marmite. Il est conseillé en cela par beaucoup d'anciens fonctionnaires, pour certains d'ailleurs anciennement proches de Dominique de Villepin, qui étaient contre cette libéralisation de la parole à l'époque, qui voulaient maintenir, si vous voulez, la petite marmite chiracienne. Vous vous rappelez de cette indolence chiracienne du deuxième mandat, cette espèce de long printemps triste, d'un souverain vieillissant mais tellement sympathique. D'ailleurs, c'est la seule chose qui nous reste. Chirac est sympa. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sympa. Interrogez-vous. Je vous dis Chirac, vous me répondez sympa. Corona. Ou pire, Corona. Bon. Et vous voyez, le souci, c'est que va-t-il arriver à une société française qui a connu une expérience de libéralisation de la parole inconnue depuis les années 60, depuis le mi des années 70, et à qui d'un seul coup on va le redire de la boucler. Ça fait partie de l'explosion qui est en train d'avoir lieu et dont les Gilets jaunes ne sont pas la manifestation, mais le signe avant-coureur. Et aujourd'hui, et c'est ça ce qui m'effraie le plus, et c'est ce qui fait, je conclurai par là, l'importance du sujet d'aujourd'hui. C'est les effets anthropologiques à long terme du manque de liberté. Vous connaissez tous cette jolie expression comme quoi, pour les oiseaux élevés en cage, voler est une infirmité. C'est la même chose pour les hommes. Moi, j'ai très très peur des effets à long terme sur les Français. Alors vous me direz, il y a des classes sociologiques et des classes d'âge beaucoup plus à plaindre que d'autres. Quand vous voyez que Emmanuel Macron est indétrônable chez les plus de 75 ans, non mais sauf vous, très cher, sauf vous. Vous êtes notre quota. Mais Emmanuel Todd le disait très bien. Il y a une crétinisation des classes éduquées. Et ça fait partie des effets à long terme que je crains le plus.
Parce qu'en France, les changements élitaires, historiquement, ne se passent pas tout à fait dans la soie. Et malheureusement, nous n'avons pas de moule de circulation d'élite, disons, à froid. Nous n'en avons plus. C'est un problème anthropologique. Pourquoi les élites se crétinisent? Pourquoi les élites se crétinisent? Je pense parce qu'on a fondé, je vais vous donner deux pays qui se ressemblent, la France et l'Angleterre. On peut détester Boris Johnson pour sa coiffure. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même un grand racisme capillaire qui est pour l'instant, que ce soit pour lui ou pour le président Trump, vous remarquerez, ce racisme-là, vous y avez encore le droit. Donc attaquez-vous au tif. C'est pas discriminatoire pour l'instant. Cet homme a fait Eton, qui est l'une des institutions les plus élitistes au monde. C'est un intellectuel de très haut niveau, Boris Johnson. Il a été l'un des plus grands correspondants de la presse britannique à Bruxelles. Quand il vous dit qu'il déteste les eurocrates, c'est parce qu'il les connaît mieux que vous et moi. Hein. Il les déteste vraiment. Vraiment. Non, vraiment. D'ailleurs, si vous voulez, avec ces gens-là, vous avez quand même deux types d'hommes. Hein. Vous avez ceux qui les aiment et vous avez ceux qui les connaissent. Même deux types qui s'excluent. Alors qu'en France, si vous voulez, il y a toujours une clause de sauvegarde dans l'élite britannique qui est la clause de l'excentricité. D'ailleurs, le meilleur exemple historique, c'est, au XXe siècle, Churchill. Rappelez-vous cette phrase extraordinaire, Churchill ne représente rien, donc lui-même. Alors que nous, parce que nous avons le culte des récitants, qui est malheureusement un culte qui vient avec la République, et qui est, à mon avis, symptomatique du recul du pouvoir des armes dans l'histoire de France, eh bien, plus ça va, plus on a préféré ceux qui ont un aspect tranquillisant pour leur chef. Cas typique, Gamelin en 40. Premier à Saint-Cyr, premier à l'école de guerre. Premier de la classe partout. C'est tranquillisant. Pourquoi? Parce que premier de la classe, ça veut dire ne va poursuivre les courbes. Or, anthropologiquement, toutes les civilisations finissantes ont ça en commun. La volonté de poursuivre les courbes. À un certain moment, il faut des hommes de cassure. Nous ne savons. Ils se sécrètent tout seuls, mais nous ne savons pas les protéger. Et nous le savons de moins en moins. Et malheureusement, le système élitaire de la Ve République finissante, qui n'a plus rien à voir avec la Ve République originelle, contrairement à ce que je lis parfois sur le web. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a que 30 articles de notre Constitution qui restent d'origine. Ce sont d'ailleurs 30 articles, disons, minimes. 24 révisions constitutionnelles, je vous le rappelle quand même. Donc nous avons donné le pouvoir à des... Nous avons donné le pouvoir à des hommes qui n'ont pas cette notion sacrée sur laquelle le général de Gaulle a tant écrit, qui est la notion de caractère. Et d'ailleurs, plus ça va, pire c'est. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas certain qu'un homme comme François Asselineau puisse refaire maintenant la carrière administrative qu'il a fait. Je suis même certain du contraire. Vous voyez, quand je vous parle d'une épuration sourde, quand je vous parle de l'enjeu stratégique, je vais vous donner des exemples précis. Aujourd'hui, nous éliminons nos meilleurs étudiants au stade du Master 2. Aujourd'hui, en géopolitique, nous préférons des sujets de thèse sur l'aspect belligène de la forme phallique des missiles, sujet en cours de préparation à Lyon 3, si mes souvenirs sont bons, plutôt que d'aider de jeunes politologues brillants, et qu'on ne me dise pas que l'intelligence en France n'est pas foisonnante. Moi, j'en fais venir toutes les semaines. J'en trouve pour ma revue tous les mois. Et je suis personne. Donc si j'y arrive, d'autres devraient pouvoir le faire. C'est tout simplement qu'il y a un système d'endogamie qui n'a rien à voir avec une volonté consciente ou complotiste, ce serait tellement facile. La seule chose, c'est l'aspect darwinien du médiocre. Le Canadien Deneau a tout dit là-dessus. Le médiocre est redoutable. Il est nombreux et il est organisé.
Il est organisé pour reconnaître au premier regard ceux qui ne lui ressemblent pas et pour lui nuire. Extraordinaire. À votre avis, comment on est passé de Vidocq à Castaner? Excusez-moi. Et cette purge qui est en train d'avoir lieu a des effets catastrophiques. Aujourd'hui, ce sont des réformes gigantesques qu'il faudrait pour remettre la France. Déjà, ne serait-ce que pour faire l'équivalent d'un premier amendement. Alors vous allez me dire, la liberté des salauds. Vous savez, on a, pour une communauté révisionniste française qui doit être de l'ordre de moins de 10 personnes, on a embastillé 65 millions de gens. Et aujourd'hui, on en est, je vous le dis parce qu'il va certainement venir assister à ce colloque, donc tant qu'il n'est pas là, je le dis, on en est à poursuivre un homme comme Jean Bricmont pour des cours de physique théorique. C'est-à-dire qu'on vient de faire liquider son séminaire de physique quantique, où il était invité à l'université de Nice en disant « Il y a plusieurs années, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La République des censeurs », dans lequel vous avez dit que certaines personnes que nous n'aimons pas ont le droit de parler. Donc maintenant, la physique quantique, vous êtes quelqu'un de trop dangereux, vous pourriez arriver de la physique quantique au négationnisme, ce qui, dans un exposé simple, demande quand même un sens des médiations, si vous voulez, assez redoutable. Mais prenez un autre exemple. Vous rappelez-vous de ce professeur de la Manif pour tous, grand hegelien, qui préparait ses élèves à l'agrég à l'université de Toulouse. Une association des gays, trans, je vous laisse terminer le Scrabble, avec 3 affiches mises dans les toilettes de l'université disant que cet homme était ultra violent et ultra discriminant, mot compte double, et qu'il est hors de question qu'il vienne donner cours aux agrégatifs de philo de l'université de Toulouse. Manque de peau, c'est l'un des meilleurs spécialistes en France de Hegel, et sur quoi portait l'agrég de philo de cette année? Il y en a qui n'ont pas de bol. Hein. J'ai regardé la vidéo de cet homme. C'est un exposé sur la notion de limite. Techniquement, magnifiquement fait. Même très timide. Très, très technique, philosophiquement parlant. Rien d'opératif. La seule chose, c'est qu'il y avait un petit drapeau de la Manif pour tous en arrière-plan. Voilà. L'horreur. Et donc, on a puni tous les agrégatifs de l'université de Toulouse parce que des gens dont nul ne remet en cause le moi profond, personne ne leur demande d'être ce qu'ils ne veulent pas être. La seule chose, c'est quel vide intérieur faut-il avoir pour vouloir à tout prix que les autres obéissent à la vision que vous avez de vous-même. Vous voyez? Quelle pauvreté du débat public que des micro-groupes qui se font une guerre symbolique et qui témoignent anthropologiquement d'une chose terrible, c'est que nous avons renoncé au réel. Nous ne pouvons plus rien changer dans notre réalité, donc nous appliquons le constructivisme à nos personnes. Je ne peux rien changer pour l'avenir de ma fille, mais si je dis que je suis un hélicoptère de combat, je vous demande de me croire et je vous imposerai par la loi de me croire. Si je veux être une théière, je ferai condamner ceux d'entre vous qui oseront dire le contraire. Mais vous voyez, parce que la folie, si vous voulez, des droits de l'homme réduit au mimétisme des droits individuels jaloux et à l'effondrement des personnalités collectives et à la fragilisation des personnalités individuelles, ça va nous ouvrir à cette guerre-là. Là, vous retrouvez le stade premier du fait politique. Dans les théories contractualistes, vous retrouvez la phrase de Plaute. L'homme est un loup pour l'homme. Phrase réutilisée par Hobbes pour légitimer le pouvoir fort, justement parce que ce pouvoir fait en sorte que l'individualité ne soit pas meurtrière, que la revendication de soi s'arrête par des passions tristes chez Hobbes, la peur de la mort violente. Mais si nous n'arrivons pas à faire un projet à base de commun,
c'est vers une autodestruction sociétale que nous allons, dont l'effondrement de nos libertés n'est que le prémisse. L'Artéguide écrivait que chaque homme est une guerre civile. Comment ? Que chaque homme est une guerre civile. Psychologiquement, c'est en partie vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous créons à la chaîne si vous voulez, des individus d'une telle fragilité qu'ils préfèrent, à la rigueur, se nuire à eux-mêmes plutôt que de se retrouver en face de leurs égos meurtris. Et ça, c'est tout un système qui a enfanté ça. Et pour un pays éminemment politique comme la France, c'est un piège terrible, parce que nous n'avons pas, ou nous avons peu, si vous voulez, de folklore, d'identitarisme au sens premier et bas de gamme du terme, auquel nous raccrocher. Nous avons besoin d'un dessin, nous avons besoin d'une projection. Nous n'avons pas besoin de vivre, nous avons un peuple qui a besoin d'exister, ce qui est différent. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et pour éviter, si vous voulez, que d'une guerre civile en parole qui est déjà là, et qui est là parce que pendant 40 ans, on a tellement interdit la parole qu'aujourd'hui, la parole, une fois libérée, légèrement est devenue venimeuse. Et l'effondrement du civisme fait que plus personne ne se met à la place de l'autre, ce qui est la première obligation du citoyen. Parce que le citoyen, c'est la part collective qui est en nous. Il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et le martyr des Gilets jaunes me dit que, parce qu'il faut bien parler de martyr, quand on est avec des gens qui ont des vies brisées, qui seront handicapés à vie pour certains. Là, je crois qu'il y a eu une charge, je crois, à Nantes, où on a balancé 14 personnes à la flotte. Elle est belle, la police française. Toute personne dont on ne sait pas si on a été porté, mais qui manque. Magnifique. Magnifique. Ça rappelle le métro. Ça n'est pas possible. Or, il suffira malheureusement, nous sommes au moment de l'étincelle. C'est-à-dire la situation française est fragile. Et aujourd'hui, parce que l'élite française l'a voulu, n'oubliez jamais, je terminerai par là, que le populisme comme mouvement de déglaciation émotionnelle n'est pas une agression du peuple vis-à-vis de son élite, c'est une réaction. Et ça, c'est une loi historique, c'est la contre-révolution qui fait la révolution, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Si le peuple français aujourd'hui est vent debout contre son élite, c'est parce que c'est elle qui a commencé, jusqu'à preuve du contraire. Et malheureusement, elle nous a emportés sur une voie à double issue. C'est soit il y a un relèvement, pas du peuple dans son entier, ça j'y crois pas, mais d'une partie, qui sera une guerre longue, symbolique, intérieure au mieux, politique au mieux. J'espère éviter autre chose. Malheureusement, je ne suis pas certain que tout le monde veuille l'éviter. Soit, eh bien, l'avenir de la France et là pour le coup de l'ensemble de l'Europe occidentale est en Grèce, l'effondrement psychologique des populations. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Je vous remercie. J'appelle mon camarade Fabrice pour justement revenir sur cet extraordinaire mouvement populaire des Gilets jaunes.